vérité au cœur de l'information. Au programme ce soir, la 9e conférence annuelle de la Société africaine de la médecine légale. La rencontre a pris fin avec à la clé de nouvelles perspectives. Les détails à suivre en début de ce journal. À l'université de Kara, c'est le sujet sur l'invasion des motocyclettes en Afrique qui a retenu l'attention des participants à un colloque. Ils sont là pour trouver des solutions à ce problème. Les populations crient leur ras-le-bol. Et puis, on ira en fin de journal à la découverte du sanctuaire des chefs supérieurs à Tchaoudjor, dans la région centrale. 5 générations de chefs supérieurs Tema y reposent, sanctuaire devenu aujourd'hui site touristique. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Lomé a abrité du 9 au 11 mars la conférence annuelle de la Société africaine de la médecine légale. C'est la 9e édition. Médecine légale face à l'ampleur de la violence en Afrique, défis et perspectives, thématique qui a meublé les discussions. Objectif, contribuer à la prévention et à la prise en charge des victimes de violences. Honorine Amouzovi, Christine Pechekialoudé. Les conflits et violences n'ont pas cessé de défrayer la chronique. Ils sont source de dégâts, de pertes en vies humaines. Dans ce contexte, la médecine légale, auxiliaire de la justice, recherche les indices et preuves. À cette conférence, médecins légistes, officiers de police judiciaire et la société civile placent la médecine légale au cœur de la prévention et la résolution des violences. Au travers la pertinence des différents thèmes en abordant la violence en contexte Covid, la violence sexuelle, la gestion des scènes de crime, la prévention de la torture, nous avons embrassé d'une façon conséquente le problème de la violence et c'est par là justement que la médecine légale permet d'apporter sa contribution, autant intervenir en amont. La dégradation de l'intégrité morale est parfois source de violence. Il faut s'attaquer au problème à la racine. Notre société connaît une violence tentaculaire et protéiforme. Sa prise de conscience de ces faits bouleversants a conduit le gouvernement togolais à mener une politique axée sur la prévention des facteurs concourant à la violence sous toutes ses formes. Réduction de la pauvreté à travers différents programmes et projets, dispositions juridiques visant à protéger la jeune fille, à lutter contre toutes les formes de discrimination basées sur le genre, place centrale accordée à la préservation de la paix et de la sécurité. La médecine légale, selon l'OMS, est un outil important au bon fonctionnement de la justice. Ceux qui, pendant des années, se sont fait remarquer dans sa promotion sont distingués. Et justement, une délégation de la Société africaine de la médecine légale a été reçue par le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe. On va y revenir dans un instant. Le temps de signaler cette entrevue des opérateurs économiques à Lomé. Ils approfondissent leurs connaissances sur la fiscalité. Une dizaine de sociétés de la place y ont pris part. Le formateur, le cabinet E2A Consulting, leur a donné quelques astuces afin d'obtenir un bon résultat dans leurs entreprises. Clarisse Atticlé nous en dit plus. 31 mars 2022, date butoir pour les entreprises de déposer leur état financier auprès des administrations fiscales. Le cabinet E2A Consulting veut les aider à déterminer la base juste et légale des impôts à payer afin d'éviter tout problème ou piège auquel elles peuvent être confrontées dans la gestion de leur fiscalité. Une dizaine d'entreprises a sauté sur l'opportunité. Mon souhait, c'est de vraiment mieux cerner ce qui va se dire au cours de cette formation pour pouvoir aider l'entreprise
dans la détermination de son résultat de fin d'année, en fait de minimiser les risques liés au redressement fiscal. Le résultat fiscal étant un élément de base de calcul de l'impôt sur les sociétés, donc ça va quand même apporter à bien calculer ce résultat-là. C'est au sein de l'entreprise que la base taxable de tous les impôts sont déterminées. E2A Consulting donne des conseils avérés en la matière. Ce séminaire, c'est pour nous l'occasion de donner des informations fortes aux opérateurs économiques afin qu'elles puissent déterminer le résultat fiscal qui est une base imposable à l'impôt sur les sociétés puis à l'impôt sur le revenu de façon claire pour éviter des problèmes. Il faut maîtriser le mécanisme avant d'aboutir à une bonne base. Sinon, si la base est fausse, on applique tout cela veut dire que l'impôt est faux. Alors que l'ambition du cabinet et E2A Consulting, c'est de permettre aux opérateurs économiques de payer le juste impôt, permettre aussi à l'administration fiscale d'encaisser le juste impôt et éviter des soucis au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'administration fiscale. Une petite négligence fiscale peut conduire au redressement fiscal d'une entreprise, voire sa disparition dans le circuit commercial. E2A en appelle donc à la mise en place d'un système de conseil fiscal pour une gestion efficace et efficiente de la comptabilité et de la fiscalité. La résilience de l'entreprise en dépend. Notez qu'Accra s'est tenu un colloque international, sujet abordé, la motocyclette dans tous ses états en Afrique subsaharienne. Ce colloque s'inscrit dans la dynamique de recherche de solutions aux problèmes que connaissent les populations avec l'invasion de ces véhicules à 2 roues. Nestor Mouzou y était, voici son compte-rendu. La motocyclette, au cœur de ce colloque international qui se tient à l'université de Kara. Ce sont les géographes, les sociologues, les économistes, les anthropologues et les historiens issus de 10 pays qui participent à ce colloque. Les travaux portent spécifiquement sur le thème « La motocyclette dans tous ses états en Afrique subsaharienne, entre pratiques mobilitaires, enjeux socio-économiques et représentation sociale ». Cette rencontre est le fruit de la collaboration entre le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES de l'Université de Kara et l'École des hautes études en sciences sociales de Marseille. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté que l'usage des motocyclettes est devenu banal. Et donc le sujet était très pertinent et il fallait que les chercheurs croisent leur regard sur cette thématique pour voir la dynamique de l'usage des motocyclettes en Afrique subsaharienne. Réfléchir sur l'essor des taxis-motos. Si tous les acteurs impliqués dans le domaine des motocyclettes pouvaient œuvrer, de sorte que le problème de permis de conduire des motocyclistes soit résolu, l'enjeu social devait en partie trouver ses solutions. Le ministère en charge des Transports a été associé à ce colloque. C'est d'ailleurs ce département qui le parraine. Aux yeux des responsables de ce département, la rencontre revêt un grand intérêt. Quand on se réfère à la situation actuelle, avec la prolifération des motocyclettes, la gestion vraiment de la circulation est très très difficile. C'est pour cela que nous apprécions à sa juste valeur ce colloque qui, nous en sommes certains, sera une occasion pour nous de plancher sur ces phénomènes et de proposer des approches de solutions. Les différentes activités prévues s'articuleront autour de 5 axes, à savoir l'essor des taxis-motos, mobilité urbaine, professionnalisme et politique, les pratiques et représentations de la motocyclette et du motocycliste, les chaînes d'approvisionnement des motos en Afrique, commerce national et transnational, transfert technologique et industrialisation, l'économie et l'écologie de la moto et la gouvernance de la moto. La pratique professionnelle désormais de mise à l'université de Lomé, les étudiants en fin de cycle bénéficieront d'un encadrement pour ainsi les préparer à l'insertion professionnelle. Et c'est le Centre d'employabilité francophone qui s'en charge. Komu Poyode. Le Centre d'employabilité francophone de l'Agence universitaire de la francophonie est désormais opérationnel.
Les étudiants en fin de cycle de l'Université de Lomé pourront être encadrés, donc formés, afin de les préparer à l'insertion professionnelle. Il s'agit de renforcer leurs capacités en matière d'employabilité. La politique d'adéquation emploi-formation devient un souci majeur. La plupart de nos formations classiques ne prennent pas en compte cette autonomisation du diplômé. Les gens sont diplômés, mais ce n'est qu'après le diplôme qu'ils se demandent ce qu'ils vont faire. Donc le centre va prendre ce relais pour entretenir les apprenants en fin de formation, pour leur insertion professionnelle, pour leur culture entrepreneuriale. On doit plus former des demandeurs d'emploi, il faut former des créateurs d'emploi. Ce centre d'employabilité francophone veut, à l'intérieur du cursus universitaire, permettre aux jeunes étudiants de se préparer aux défis qu'il a à relever au niveau de son insertion professionnelle et je dirais plus largement dans son insertion au sein de l'entreprise. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est félicité de cette démarche de l'agence universitaire francophone qui est un appui à la recherche de solutions aux problèmes de chômage. Aujourd'hui, il n'est pas question de former des gens, même s'ils sont formés sur des thématiques utiles, il faut leur permettre d'être leurs créateurs d'emploi. La notion d'auto-emploi est aujourd'hui une exigence. La jeunesse est parfois bien éduquée, mais il lui est difficile parfois de passer de la théorie à la pratique. D'où ce centre qui vraiment va être d'un grand apport pour les universités du Togo. Bientôt, il y aura un centre similaire à l'université de Kara, ce qui va couvrir vraiment l'ensemble du pays depuis le sud jusqu'à la partie septentrionale pour que tous les étudiants puissent se servir efficacement de ce centre. À l'issue de ces formations, des diplômes seront délivrés, suivis d'un encadrement. Comme annoncé un peu plus haut, après l'ouverture de la 9e conférence annuelle de la Société africaine de médecine légale, une délégation de cette société conduite par Apelete Yao Agbobli, directeur du CHU Sylvanus Olympio, a été reçue en audience par le Premier ministre Victoire Tombega Dogbé. Les discussions ont porté sur les travaux de cette réunion, son évolution. Yves Agbevivi nous fait le point. Séjournant à Lomé dans le cadre de sa 9e conférence, la Société africaine de médecine légale, à travers sa délégation conduite par son vice-président, Dr Agbobli Yao Apelete, est venue rendre compte au Premier ministre de l'évolution des travaux en cours depuis 3 jours. Des travaux placés sous le thème « Le rôle de la médecine légale dans la prévention et la gestion des conflits ». Nous avons eu une discussion vraiment fructueuse avec Madame le Premier ministre, qui a apporté un intérêt particulier aux différentes thématiques dont nous discutons au cours de ces assises, notamment la violence faite aux femmes, la justice transitionnelle, qui est le sujet qui est en train d'être débattu ce matin, la prévention et la gestion des conflits. La médecine légale, c'est une spécialité médicale qui est justement transversale. Elle est au carrefour de la pratique médicale et de la justice. Donc c'est le pan de la médecine qui rend service à la justice, qui permet justement à la justice de trancher en se basant sur des éléments véritablement factuels et justes. C'est le pan de la médecine qui aide à jeter un coin de lumière sur des faits d'ordre social qui portent sur l'homme. Donc nous avons vu l'intérêt porté par son Excellence Madame le Premier ministre et son niveau de sensibilité au sujet, et ceci a vraiment montré l'engagement du gouvernement à accompagner dans le processus. La délégation a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour le soutien et l'accompagnement dont elle a bénéficié dans l'organisation de sa 9e conférence à Lomé. Agriculture et les préparatifs de la prochaine campagne, l'ANSAT est dans la région des Savanes. Double activité, l'achat des céréales aux producteurs, 280 tonnes de riz paddy et 80 tonnes de maïs blanc. Gérard Lagoudou, notre correspondant sur place, en savoir plus. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat de céréales. Dans la préfecture de Loti, 2 coopératives ont vendu leurs produits. À Mango, la coopérative Nyawarima, basée à Magna, a livré 200 tonnes de riz paddy contre 32 millions de francs CFA, l'équivalent de 16 000 francs CFA, le sac de 100 kilos.
Et nous avons bénéficié de la ZAP. Parce que c'est l'année passée qu'on avait commencé. Le gouvernement il nous a soutenus avec le labour qui nous a appuyés. Et les intrants, c'est très bon. Il nous a accompagnés même avec la vente. Ça veut dire qu'il nous a pris de A jusqu'à Z. Ça va nous permettre d'emblaver les superficies l'année prochaine et de s'occuper de nos familles. À Gbemba, dans la commune Oti 2, la coopérative Soso a écoulé 20 tonnes de maïs blanc contre 3 600 000 francs CFA et 80 tonnes de riz paddy contre 12 800 000 francs CFA. Si c'est chez les bonnes dames, le sac là même, ça ne peut pas atteindre 10 bols. Maintenant, si on compare l'argent qu'ils vont acheter chez nous et l'ANSAT nous a beaucoup aidé. La présente campagne d'achat de céréales dans les deux localités a permis à l'ANSAT de mettre à la disposition des producteurs un total de 48 400 000 francs CFA. C'est dans le cadre du soutien que le gouvernement apporte aux producteurs à travers l'ANSAT. Si je sais que je dois emblaver 10 hectares, 30 hectares, c'est maintenant que je dois préparer la campagne. Les producteurs veulent des tracteurs pour labourer le sol. Ils veulent les intrants pour pouvoir engraisser les plants au moment venu. Donc, toutes ces doléances-là, nous allons les apporter à qui de droit. La campagne d'achat des autres céréales, notamment le mil, le sorgho, le riz blanc IR 841 et le haricot, le niébé blanc, se poursuit sur toute l'étendue du territoire pour le renforcement du stock national de sécurité. Dans le prolongement du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, nous avons rencontré une femme d'exception. Une femme engagée dans la lutte contre le changement climatique, des actions menées en faveur de l'environnement. Projecteur ce soir sur Némé Nyasingbe, présidente de l'ONG Togo Environnement. Portrait signé Chazina Mbaga. L'incarnation au féminin de la lutte contre les changements climatiques au Togo a un nom. Nyasingbe Némé. Son engagement pour la cause de Dame Nature remonte à une décennie. C'était en 2009, lors d'un voyage sur Londres. Je suis tombée sur un journal qui parlait de la nature. Et ça m'a interpellée tout de suite. Et à l'intérieur, j'ai vu un article sur le Rwanda. Et le titre était « La nouvelle ville, une ville plus verte ». Donc c'était Kigali, la ville la plus propre, la ville la plus écolo, la plus verte, propreté, etc. Et donc, je me suis dit, on peut aussi transformer Lomé la capitale. Dès son retour, elle part immédiatement en guerre contre la pollution environnementale. Sa cible, les sachets plastiques non biodégradables. Elle crée l'ONG Togo Environnement Propre en 2013 et la brigade de veille environnementale qui est son bras opérationnel. La pollution ne se crée pas d'elle-même. C'est l'humain, l'homme qui est responsable de toutes ces actions insalubres. Et donc, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur le terrain. Ce matin, on va faire une action de sensibilisation au niveau du rond-point de la réconciliation. Direction Carrefour de la Réconciliation ou GTA à Lomé. Là, l'objet de la discorde est bien visible. C'est un peu ce que nous déplorons, parce que vous voyez, l'espace a été aménagé pour embellir justement la ville, mais on remarque qu'il y a beaucoup de sachets de pureté un peu partout dans le jardin. C'est pas joli à voir. Nous allons lancer une sensibilisation terrain encore une énième fois et sensibiliser ces personnes-là qui se trouvent là, d'entretenir en même temps la place, quoi. Aussitôt dit, la sensibilisation se met en branle. Les revendeuses de Piowata et les usagers de cet espace sont entretenus sur la nécessité de tenir ce lieu propre. L'autre grand front de Nyasingbe Némé est le reboisement. Avec son projet Enfant ambassadeur de l'environnement, elle mène l'opération 3 fois par an. Et ce sont des milliers d'arbres qui sont plantés depuis 2017. Elle compte désormais changer de stratégie pour allier protection de l'environnement et urbanisme. Nous avons remarqué que beaucoup d'arbres sont plantés là où il ne fallait pas. Des eucalyptus par exemple plantés en pleine ville, ce n'est pas possible. Donc nous sommes en train d'initier un programme qui s'appelle Reboiser autrement. Donc avec des paysagistes, des arbres qu'il faut planter à des endroits qu'il faut. L'engagement est aussi d'impliquer davantage les femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Les femmes sont malheureusement les plus vulnérables face à ces changements climatiques. Et en tant que femmes, je dirais que leurs avis doivent être vraiment pris en compte.
12 ans d'engagement, les efforts sont couronnés par une distinction venant de Kigali. Elles sont nombreuses à s'illustrer dans différents domaines. Ces femmes exemplaires au niveau du social, une autre brave dame, la présidente de la fondation Agir ensemble pour l'Afrique. Elle est passée de la parole à l'acte en mettant à la disposition du CHU Sylvanus Olympio et de certains orphelinats du matériel médical et des enveloppes financières. Ulrich Amega. Aussi grand est son cœur, autant les actions le sont. Marie-Josée Trénou l'a démontré à travers sa fondation Agir ensemble pour l'Afrique. Des lits brancards d'accouchement, fauteuils roulants, tables de chevet et bien d'autres. Du matériel médical à la disposition de la maternité du CHU Sylvanus Olympio. Un geste à l'endroit de la structure, un autre à l'endroit des femmes de cette maternité. Des pagnes leur sont ici offerts. Du CHU Sylvanus Olympio, cap sur l'orphelinat Moda Charity de Lancouvi. Accueil chaleureux, geste d'amour et de tendresse à l'égard des tout petits et grands. Puis, remise d'un chèque d'1 million de francs CFA et d'un matériel électroménager. Notre joie elle est très grande parce que les besoins sont énormes et ce chèque va beaucoup nous aider. Surtout à prendre soin des nourrissons. Nous avons beaucoup de nourrissons à partir de 3 mois. Et il faut du lait, il faut beaucoup de choses. Un soulagement ressenti également à l'orphelinat La Solution d'Adétikopé. Un autre chèque de 1 million de francs CFA pour couvrir les besoins, plus une télévision écran placement pour se divertir. Le chèque qu'on nous a donné va aboutir à beaucoup de choses. Parce que nous avons des dettes au niveau de l'hôpital. Si l'enfant est malade, il y a l'argent, on doit sauver la vie de l'enfant. Mais au niveau des sociétés, on doit payer l'électricité, sans quoi les enfants vont rester dans l'obscurité. Et à l'école aussi, on doit payer l'écolage. Et là où les enfants apprennent des métiers, on va payer aussi les contrats. Des années déjà que cela dure. La motivation première derrière toute action que pose la Fondation AEA, c'est d'apporter le sourire aux nécessiteux. Parce que nous avons conscience que les temps sont difficiles. Dans nos activités, et on a déjà prévu de suivre et de constamment ce que les bénéficiaires ont et voir, les analyser et voir dans un futur comment encore intervenir. La Fondation Agir ensemble pour l'Afrique veut pérenniser ses actions pour le mieux-être des populations vulnérables. Une bonne nouvelle pour les commerçantes des marchés du Togo. Elles se feront délivrer très bientôt et gratuitement des cartes d'identité, enfin pour celles qui n'en ont pas encore. Ceci grâce au projet Une femme, une identité porté par l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo. Première cible, marché de Anoukopé. Ekwesala. Assoupi, 36 ans, est revendeuse au marché de Anoukopé. Elle vient s'enregistrer pour disposer de sa carte d'identité. Nous avons besoin de cartes pour nos activités commerciales, pour des prêts, les aides et aussi pour nos voyages. C'est cela qui m'a amené à saisir cette opportunité. Comme à Assoupi, 25 femmes commerçantes du marché vont enfin avoir une pièce d'identité. Un rêve qu'elles attendent réaliser grâce au projet Une femme, une identité. Projet porté par l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo. Nous avons déjà pris les attaches et déjà il y a 3 ans, d'abord avec l'état civil, la dame était venue aujourd'hui. Après, il y aura le certificat de nationalité et après, il y aura la carte d'identité au bout. Et aucune femme qui sera prise ne paiera rien, mais aura sa carte. On lui demandera seulement des photos pour qu'elle puisse avoir sa carte. Le projet sera exécuté dans toutes les communes du Togo. Il devra toucher 250 femmes commerçantes chaque année. En 2020, les données au sein du gouvernement disent que sur 7 millions d'habitants, il y a seulement 1 million qui disposent de la carte nationale d'identité, d'où 14% de la population nationale qui
peut se prévaloir du droit citoyen. Le gouvernement réserve une identité pour tous à l'horizon 2025 et donc nous y contribuons et nous comptons aller de Lomé à Sinkassé pour apporter notre contribution au développement socio-économique et à l'épanouissement de la femme togolaise. Le projet Une femme, une identité est mis en œuvre dans le cadre des 20 ans de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo. Il a reçu le soutien de l'Office togolais des recettes, OTR. Toujours dans le contexte du 8 mars, les femmes de la Société nationale des éditions du Togo, Editogo, ont mené une action caritative. Elles ont fait don de non-vivres aux enfants de la pouponnière Sainte-Claire. Antoinette Omaouvovor. Un geste pour marquer la célébration de la journée des droits de la femme. Des kits essentiellement composés des non-vivres offerts par les femmes de la Société nationale des éditions du Togo, Editogo, à la pouponnière Sainte-Claire. Une contribution à la prise en charge des pensionnaires du centre. Ce geste traduit pour nous la sensibilité qu'elles ont au regard des enfants abandonnés et orphelins que nous accueillons dans ce centre. Nous leur traduisons notre sincère reconnaissance pour ces dons précieux. Pour ces femmes de l'Editogo, c'est une nécessité d'apporter leur appui aux responsables de la structure dans leurs multiples charges. Nous, les femmes de l'Editogo, sommes venus dans le cadre du 8 mars 2022 soutenir ces religieuses qui sont en charge de cette institution, qui sont des femmes, des braves femmes qui jouent le rôle principal d'une mère, celui de prendre soin et d'éduquer un enfant. Créée depuis 1961, la Société nationale des éditions du Togo ne cesse d'opérer des mutations grâce à ces femmes et hommes pour répondre aux attentes des populations. À propos du Covid-19, à ce jour, samedi 12 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 854, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 520, 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de décès est de 272, chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. L'actualité, c'est aussi le décès du président zambien, de la Zambie à la Namibie en passant par la Suède. Les hommages se multiplient à l'égard du 4e président de la Zambie, Rupia Banda, décédé vendredi à l'âge de 85 ans. L'ancien président souffrait depuis un long moment d'un cancer du côlon. En Ukraine, c'est la désolation. L'invasion russe dans le pays a causé de nombreux dégâts, un lourd tribut en vies humaines et matérielles. Au 17e jour de la guerre entre ces deux pays, la situation se dégrade davantage pour les Ukrainiens. Regardez. À Mariupol, le bruit des bombes est incessant. Dans les rues désertées, au milieu des immeubles détruits, cet homme emmène avec lui sur un chariot tout ce qu'il a pu sauver. Je n'ai plus de maison. Elle a été détruite dans un bombardement. Peu d'images parviennent de ce port stratégique assiégé par les Russes. Les attaques se poursuivent, comme sur cet immeuble résidentiel où les pompiers parviennent à extraire cette femme des décombres. Ici, les habitants font la queue pour récupérer un peu d'eau. On n'a plus d'eau potable. Dans nos appartements, il fait 10, 12 degrés. On n'a pas de gaz, il fait très froid. Il n'y a rien à manger. On enterre des corps dans les jardins des immeubles. C'est effrayant. On ne peut pas vivre comme ça. Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, plus de 1500 civils ont été tués en 12 jours. Les organisations humanitaires craignent une tragédie si la situation dure.
Retour au Togo et cap sur Paratao dans la préfecture de Tchaoudjo. Je vous amène à la découverte d'un sanctuaire, celui des chefs supérieurs Thème. 5 générations y reposent, un site touristique par excellence qui attire de plus en plus de visiteurs. Visite guidée, Désiré Aloy, notre bureau dans la région centrale. Paratao, 8 km à l'est de la ville de Sokodé. Nous sommes au sanctuaire des chefs supérieurs de Tchaoudjo, issus de Telungde à Paratao. Ici reposent en paix 5 des chefs supérieurs entre 1889 et 1990. Site rénové par un fils du milieu, une marque de volonté pour créer un site de plus, un musée afin d'étoffer le patrimoine culturel togolais. Ça nous permet vraiment de connaître notre histoire. Pour l'initiateur, connaître son histoire, l'entretenir, l'enseigner et la valoriser est un atout. Nous oublions beaucoup l'histoire. Avec ce joyau que vous voyez ici, quand les gens verront tout ce qui a été déposé ici, ils s'en souviendront de nos ancêtres. Et c'est l'objectif poursuivi. Sonnette d'alarme pour les fils et filles Thème et d'ailleurs appelés à conserver et entretenir la clôture, un autre facteur de développement. Ça donne l'économie au pays parce que si on quitte en même temps la France, on dit qu'on vient au Togo. On vient au Togo, on vient à Paratao pour voir. Aujourd'hui, Paratao devient un site touristique et pour développer d'abord le village et encore la préfecture et ensuite tout le Togo. Paratao a connu 5 générations de chefferies, dont le premier est Ouro Diobo, c'est mort, 5e chef du village et 6e chef supérieur, le tout premier à se convertir en islam. Sur ce mur, la tenue emblématique portée par tous les chefs supérieurs issus de Paratao, site mémorial d'importance capitale qui contribue à la relance touristique. Ce projet va contribuer à la promotion du tourisme. D'abord, pas uniquement du tourisme, mais à la sauvegarde de ce patrimoine, à l'éducation de nos jeunes, pour voir que nous avons une identité qu'il faut préserver, et aussi, comme on le dit, à la promotion du tourisme, parce que le site va rentrer dans ce que nous appelons le circuit touristique dans la région centrale. Site officiellement ouvert est un projet qui lutte contre le pillage d'objets culturels et la perte d'identité. Le sanctuaire reste en définitive un lien, cordon ombilical, qui appelle fils et filles de Paratao, bref les populations en général, à un vivre ensemble dans la paix. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.